Pendant des siècles, la Norvège fut un fier bastion de l'ancienne foi nordique, où les noms de Thor et Odin étaient prononcés avec respect. Les Vikings nordiques invoquaient les dieux pour obtenir force, courage et fortune à la guerre. Mais au Xe siècle, les vents du changement commencèrent à souffler. Les rois et les élites nobles de Norvège, qu'ils soient motivés par l'ambition politique ou par la promesse d'une plus grande légitimité, tournèrent lentement leur regard vers le christianisme. Pourtant, au milieu de ce changement de cap, un homme s'est dressé dans la défiance, et c'était Håkon le Puissant, un guerrier à l'esprit inflexible et à la foi inébranlable, qui refuserait de plier le genou. Alors que d'autres se courbaient devant la croix, lui se tenait droit sous le marteau de Thor. L'histoire de la Norvège le décrit comme le dernier défenseur du paganisme sur le trône de Norvège. C'était un homme doté d'un grand talent naturel, intrépide mais prudent, redoutable au combat, et dans sa jeunesse justement apprécié pour sa générosité et son règne équitable. C'est Håkon qui s'est emparé du trône de Norvège à la lignée de Harald à la belle chevelure, prenant le pouvoir à une dynastie autrefois inébranlable. L'histoire de la Norvège décrit Håkon comme ayant acquis un pouvoir bien supérieur à celui de tous ses ancêtres. La Heimskringla, qui est la grande saga des rois nordiques, consacre un chapitre entier à sa vie et à ses exploits, même s'il ne s'est jamais couronné roi. Les poètes et les skalds chantaient ses innombrables victoires au combat, mais par-dessus tout, ils louaient enfin sa fidélité inébranlable aux anciens dieux. Un skald a chanté ceci à propos de ses exploits. « Frappe sur le jarl si bon et sage, laisse tous les anciens temples s'élever. » Les temples de Thor relevés de sa main protectrice, qui avaient été détruits à travers le pays, ces vaillants champions qui furent tués, sur les champs de bataille à travers la mer, à Thor le dieu du tonnerre, on peut dire que pour les dieux, tout finit bien. Le guerrier endurci, maintenant encore une fois, offre le sacrifice du sang. Le porteur de bouclier, dans le jeu de Loki, invoque encore une fois le nom du grand Odin. Le comte a conquis de main forte tout ce qui se trouve au nord du pays de Vikan. Dans la tempête de la bataille et la pluie de fer, Håkon étend le domaine de son épée. Alors que d'autres faiblissaient, Håkon resta ferme, seul champion des anciennes traditions, dans une terre succombant rapidement à la domination chrétienne. Il n'a pas seulement résisté au changement. Il s'est battu pour préserver l'âme d'une Norvège païenne. Ceci est l'histoire du guerrier qui renversa la maison des cheveux d'or. C'est l'histoire du dernier grand païen nordique. Håkon, plus tard connu sous le nom de Håkon le Puissant, est né vers l'an 937 dans la maison de Lade. Il était le fils de Sigurd Håkonsson, le puissant jarl de Lade et le souverain des vastes royaumes du Nord, le trône de Lag et le Hålogaland. Les îles de Lade n'étaient surpassées en pouvoir et en prestige que par les rois de Norvège eux-mêmes, un statut dû non seulement à leur sang noble, mais aussi à leur contrôle sur le trône de Lag, une région d'une grande fertilité et d'une immense importance économique pour l'Europe du Nord. Le chroniqueur Adam de Brême affirmait que la lignée de Håkon remontait à Ivar, soit Ivar le Désossé, soit le légendaire Ivar Vidfamne, tous deux rois vikings légendaires à leur manière, et il suggérait même qu'ils descendaient d'une race de géants. Les sagas allaient encore plus loin. On disait que Håkon était né du sang d'Odin, un rejeton d'ascendance divine. À l'époque des Vikings, les dirigeants et les rois étaient souvent liés aux dieux. À cause de cela, on pensait qu'ils étaient favorisés au combat, et qu'ils détenaient un pouvoir divin. La jeunesse de Håkon s'est déroulée sous le règne de Håkon le Bon, le premier roi chrétien de Norvège et fils de Harald belle chevelure. À cette époque, le père de Håkon, le jarl Sigurd, exerçait une grande influence en tant qu'ami proche et conseiller du roi. Sigurd jouait un rôle délicat, s'efforçant de servir de médiateur entre Håkon le Bon et la population farouchement païenne, alors que le roi introduisait le christianisme dans le pays. Mais même la faveur divine et la bienveillance royale ne pouvaient en protéger le royaume de la tempête qui s'annonçait. L'histoire de la Norvège se souvient de Håkon en des termes élogieux.
un homme splendidement doté tant physiquement que mentalement. C'était un grand guerrier, bel homme, sage, résolu et affable dans son comportement. Sa famille rendait à certains égards aussi noble que celle de n'importe quel roi, car il appartenait à l'ancienne aristocratie tribale qui dirigeait le Trøndelag depuis les premiers temps germaniques. On dit même que lorsque Håkon est né, le roi Håkon le Bon lui-même était présent et a versé de l'eau sur la tête du nourrisson, lui donnant son propre nom. Selon un récit, lorsque Håkon n'avait que 15 ans, il eut un fils illégitime nommé Eric Håkonsson. Cela allait consolider son héritage de plusieurs façons, car Eric allait plus tard aider son père au combat. Dans la Heimskringla, il est dit qu'El Håkon était très porté sur les femmes, et qu'il avait beaucoup d'enfants. Son deuxième fils le plus célèbre était Svein Håkonsson, et il avait aussi 2 autres fils nommés Sigurd et Erling. Les héritiers de Harald Belle Chevelure, ambitieux et impitoyables, se sont rapidement dressés contre Håkon le Bon. Le roi tomba lors de la bataille de Figard, tué par les forces de son propre neveu Harald Manteau de Gris. Avec la mort de Håkon le Bon, Harald Manteau de Gris et ses frères se proclamèrent rois, mais leur autorité ne s'étendait guère au-delà des côtes occidentales. Désespérés de consolider leur pouvoir, ils eurent recours à la violence, cherchant à éliminer tous les prétendants rivaux et les hommes puissants, y compris les jarls de Lade. En l'an 962, la traîtrise de Harald Manteau de Gris atteignit son paroxysme. Lors d'un festin, Sigurd Håkonsson fut pris en embuscade et brûlé vif, alors qu'il se trouvait encore dans sa grande maison. La nouvelle du meurtre de son père parvint à Håkon, qui n'était alors qu'un jeune homme d'environ 25 ans. Ce qui suivit allait changer le cours de l'histoire de la Norvège. En apprenant le sort de son père, Håkon convoqua le peuple du Trøndelag. La réponse fut écrasante. Une grande multitude se rassembla, unie dans le chagrin et la fureur, réclamant vengeance contre Harold Manteau Gris et ses parents traîtres. Håkon ne partit pas immédiatement en guerre. Au lieu de cela, il commença par refuser de payer le tribut au roi autoproclamé, un acte audacieux de rébellion. Des escarmouches suivirent, des batailles sans nom perdues dans le temps. Chacune indécise mais féroce. Mais Håkon, grâce à sa force et à sa stratégie, tint bon. Bien que Harald Manteau de Gris portât le titre de roi, Håkon n'était le vassal de personne. Il gouvernait le Trøndelag avec indépendance et défi. Le Jarl Håkon comprit bientôt l'inutilité de sa lutte contre les rois de Norvège, dont les guerres n'avaient apporté à son royaume que tristesse et mort. Ainsi il se rendit au Danemark et s'allia avec son roi Harald Aladanbleu. À cette époque, Harald Aladanbleu faisait face à une demande difficile de la part de son neveu, Harald Lore, surnommé ainsi pour ses nombreux raids vikings couronnés de succès, qui insistait pour partager le gouvernement du Danemark. Faisant confiance à la sagesse de Håkon, le roi sollicita ses conseils. Le Jarl vit dans ce dilemme une occasion en or et n'hésita pas à la saisir. Il conseilla à Harald de ne pas tuer son neveu, avertissant qu'un tel acte provoquerait l'indignation et aliénerait une puissante faction au Danemark qui soutenait la revendication de Harald d'Or au trône. À la place, Håkon proposa une voie plus subtile. Enrôler Harald d'Or pour affronter et éliminer Harald à la Mante Grise et ses frères en Norvège. En récompense, offrez-lui la couronne de Norvège. Ce faisant, le roi se débarrasserait de 2 menaces. Son neveu, avide de pouvoir, Harald d'Or, qui selon Håkon, devrait se contenter de la couronne de Norvège, et l'encombrant Harald à la Mante Grise. Ce plan séduisit Harald à la dent bleue, et après quelques hésitations, il trouva la détermination d'agir. Dent Bleue envoya un message chaleureux et flatteur à Harald à la Mante Grise, l'invitant à reprendre possession de son ancien fief au Danemark, une offre rendue plus attrayante par la promesse de ses revenus. Mante Grise accepta et mit le cap sur le Danemark avec 3 navires et 240 hommes, mais l'invitation était un piège.
Dès qu'il mit pied sur le sol danois, Haraldor attaqua, le massacrant ainsi que presque tous ses guerriers. Mais ce n'était que le premier acte qu'Haakon avait orchestré. Dans le second, le jarl retourna voir le roi Harald et l'avertit que son neveu Haraldor, désormais prêt à devenir roi de Norvège, pourrait bientôt représenter une menace plus grande que Manteau de Gris ne l'avait jamais été. Avec une détermination sans faille, Haakon proposa de l'éliminer lui aussi, si le roi jurait de ne pas chercher à se venger. En échange, Haakon demanderait à tenir la Norvège en fief en reconnaissant la couronne danoise comme suzeraine. La proposition, impitoyable mais habile, était profondément tentante pour Harald à la dent bleue, comme pour beaucoup d'hommes faibles. Il a émis des objections, vite balayées par la discussion. Peu de temps après la mort de Harald Manteau Gris, le jarl Haakon marcha contre Harald Lore avec une armée de guerriers. Sans délai, la bataille éclata. Haakon sortit victorieux et Harald Lore fut fait prisonnier. Sans perdre de temps, le jarl ordonna qu'il soit pendu à la potence. Avec leurs rivaux éliminés, Haakon et le roi Harald levèrent une grande armée et mirent le cap sur la Norvège. Leur plan était si parfait, leurs ennemis si paralysés, qu'ils s'emparèrent de tout le royaume sans avoir besoin de tirer l'épée. Ainsi, grâce à sa maîtrise politique, le jarl Haakon, autrefois exilé, venait de soumettre toute la Norvège et la tenait désormais sous sa domination. Harald Manteau de Gris était chrétien, ayant passé beaucoup de temps en Northumbrie, car son père Éric H de Sang en était le roi. Manteau de Gris a été décrit comme ayant décimé la population païenne de Norvège et détruit de nombreux temples dans un véritable génocide culturel. Mais Haakon défendait les dieux nordiques, et alors qu'il parcourait la Norvège, il ordonna que dans toutes ces terres, les temples et les sacrifices soient rétablis. Selon la saga des rois de Norvège, lorsque Haakon régnait, les saisons s'améliorèrent et le peuple nordique retrouva enfin l'espoir après des années de famine. Grâce à ce présage, cela légitimerait encore davantage le règne de Haakon sur la Norvège. Pourtant, la dynastie des Cheveux d'Or n'en avait pas fini avec Haakon. Les frères du défunt roi Harald à la mante grise, le roi Rangfred et le roi Gudrod, les derniers fils survivants de la reine Gunhild et d'Éric H de Sang, vinrent bientôt défier Haakon. L'année suivante, quand Rangfred revint avec une flotte redoutable, renforcée par une multitude de guerriers vikings qui s'étaient enralliés à sa cause. Il affronta Haakon lors d'une bataille et, bien que l'affrontement se soit révélé indécis, Rangfred réussit à reprendre 4 comtés du nord-ouest. Pendant près d'1 an, Haakon ne fit aucun mouvement pour attaquer. Ce n'est qu'au printemps de l'an 967 que Haakon, à nouveau confiant en sa force, reprit les armes. Dans la bataille qui suivit, Rangfred et Gudrod furent définitivement vaincus et forcés à l'exil. Selon les récits les plus fiables, ils ont navigué jusqu'en Écosse, mais ont continué pendant plusieurs années à harceler la côte de Norvège par des attaques soudaines. Cependant, ces attaques furent toutes largement inefficaces, et Haakon ne les considérait plus comme une menace. Par une intrigue audacieuse et calculée, le jarl Haakon avait enfin réalisé l'ambition qui l'animait depuis longtemps. Il avait vengé la mort de son père, humilié ses ennemis et accédé au pouvoir. Cependant, pour un homme au tempérament aussi agité que Haakon, nulle victoire ne pouvait être définitive. La facilité avec laquelle il avait manipulé le roi Harald à la dent bleue et son neveu, les utilisant comme de simples instruments pour servir ses propres desseins, avait sans doute renforcé sa confiance en sa ruse. Il ne fallut pas longtemps avant qu'une nouvelle ambition ne germe dans son esprit, se libérer de son allégeance à la couronne danoise et régner sur la Norvège de façon indépendante. Et bientôt l'occasion de réaliser cette vision audacieuse se présenta. En l'an 973, l'empereur Otto Ier d'Allemagne, qui affirmait depuis longtemps sa souveraineté sur le Danemark, mourut et son jeune fils Otto II lui succéda. Le roi Harald à la dent bleue vit dans la mort de l'empereur une opportunité. Il commença à se préparer à la guerre et convoqua son vassal, le jarl Haakon,
lui ordonnant d'amener toutes ses forces pour soutenir la campagne. Bien que ses pensées privées restent inconnues, Hakon jugea qu'il serait imprudent de refuser. Au printemps de l'an 975, il prit la mer avec une grande flotte et une armée puissante. Pendant un temps, il participa à la défense de la couronne de Harold Bluetooth et remporta même une victoire notable contre les forces d'Otto. Sa mission accomplie, Hakon se prépara à retourner en Norvège. Mais l'empereur Otto II n'en avait pas fini. Il rassembla de nouveau ses troupes, traversa le fjord jusqu'au Jutland et s'enfonça profondément en territoire danois. Le roi Harald réagit rapidement, marchant avec sa propre armée pour faire face à la menace. Une bataille féroce s'ensuivit, au cours de laquelle l'empereur prit enfin le dessus. Bien que vaincu, Harald survécut, et avec l'aide de médiateurs, une trêve fut conclue et les deux souverains acceptèrent de se rencontrer. Là, Harald renouvela son serment de vassalité envers l'empereur et s'engagea à apporter le christianisme à la fois dans son propre royaume et en Norvège. Ainsi, Harald à la dent bleue devint le premier roi chrétien du Danemark. Peu de temps après, il convoqua le comte Hakon et le força à accepter le baptême. Le comte ainsi que tous ses hommes furent baptisés. Le roi lui confia alors des prêtres et des hommes instruits, lui ordonnant de veiller également à la conversion du peuple norvégien. Leurs affaires conclues, les deux se séparèrent et Hakon retourna à la mer où il attendit un vent favorable. Lorsqu'un vent favorable se leva enfin, le jarl Hakon donna l'ordre à tous les prêtres de débarquer et de retourner à terre. Une fois qu'ils furent partis, il mit les voiles vers l'est, le long de la côte de Skani, dans le sud de la Suède, pillant les terres sur son passage. Hakon était impatient d'effacer la marque de son récent baptême, et il fit bientôt un grand sacrifice sanglant pour regagner la faveur des anciens dieux. Debout solennellement, il attendit un signe qu'Odin le regardait avec approbation et lui accorderait la victoire dans la guerre à venir. Deux corbeaux apparurent bientôt au-dessus de lui, tournoyant et croassant bruyamment. Pour Håkon, c'était un présage sacré. L'offrande avait été acceptée et la fortune lui serait désormais favorable au combat. Avec une détermination farouche, il mit le feu à ses navires, mena ses guerriers à terre et lança une campagne impitoyable à travers le pays. Le Jarl Lothar, souverain de Gotland dans le sud de la Suède, se leva pour l'affronter. Une bataille féroce s'ensuivit, mais Hakon en sortit victorieux. Le Jarl Lothar tomba, ainsi qu'un grand nombre de ses hommes. Suite à ce triomphe, Hakon traversa la Suède, laissant derrière lui le feu et la ruine, jusqu'à ce qu'il franchisse enfin la frontière de la Norvège. De là, il marcha vers le nord par voie terrestre jusqu'au Trøndelag, reprenant ainsi le siège ancestral de sa famille. Une ballade fut écrite sur le sacrifice sanglant de Hakon et son triomphe ultérieur au combat. Le guerrier marchant sur les morts demande aux dieux quels jours viendront. Deux corbeaux volant de l'Est viennent te croasser au festin sanglant. Le guerrier sait ce qu'ils annoncent, les jours où le sang de Gotland coulera. Un festin viking, ô Hakon l'a tenu. La terre fut balayée par la fureur viking, ravageant les terres loin du rivage, là où Forêt-Nair était autrefois connue. Laissant la côte froide et stérile, il déchaîna sa rage à travers tout le Gotland, menant de nombreux boucliers vikings ornés d'or sur de paisibles champs de l'intérieur. Des corps sur des corps, Odin en trouva, entassés sur chaque champ de bataille, de plus en plus, comme par la puissance de la sorcellerie. Elle verdit, enrichie par la pluie sanglante. Il n'est pas étonnant que les dieux prennent plaisir à accorder tant de chance à chaque combat aux hommes de Hakon, car ils restaurent leur temple sur nos côtes norvégiennes. Selon l'histoire de la Norvège, après les batailles de Hakon en Suède, il vécut en souverain indépendant, bien que pour une raison inconnue, il se soit abstenu de prendre le titre royal, un roi en tout, sauf le nom. Le Jarl Hakon défia ouvertement son suzerain, le roi Harald à la dent bleue, en ravageant le Vikan, une région de Norvège sur laquelle Harald avait établi un contrôle ferme,
la traitant effectivement comme une extension du Danemark. En représailles, Harald déchaîna sa propre fureur sur la Norvège et les deux royaumes sombrèrent dans le chaos. Pourtant, lorsque Håkon descendit vers le sud avec une puissante flotte pour affronter directement le roi danois, la détermination de Harald vacilla. Saisi par une peur soudaine, il fit demi-tour avec ses navires et s'enfuit, rentrant chez lui dans la disgrâce. Il était peu probable que Harald Bluetooth supporte tranquillement une telle humiliation. Bien que l'âge l'ait affaibli, il n'était pas sans puissants alliés. Les plus importants parmi eux étaient les célèbres Jomsviking, une redoutable confrérie de guerriers mercenaires qui ne vivaient que pour le combat, soutenus par le pillage et la gloire. Déterminé à punir son vassal rebelle, Harald chercha à pousser les Jomsviking à l'action. L'occasion se présenta lors d'un grand festin funéraire organisé par leur chef, le Jarl Sigvaldi, en l'honneur de son défunt père. La salle débordait de guerriers, la bière et l'hydromel couléant à flots, et l'air résonnait de rires et de récits vantards. Lorsque vint le moment du toast rituel à Bragi, le dieu de la poésie et des serments, le Jarl Sigvaldi se leva, sa coupe levée bien haut, et fit un vœu solennel. D'ici 3 hivers, je tuerai Håkon et le chasserai de son royaume, où je périrai en essayant. La bataille de Hjörungavor suivit bientôt. Les Jomsviking, une bande redoutable de guerriers en mercenaires, avancèrent lentement le long de la côte norvégienne avec 60 navires. Et environ 7 ou 8 000 hommes pillant sur leur passage. Ils furent rejoints à Hjörungavur par le comte Håkon et ses fils Eric, Sweyn, Sigurd et Erling, qui commandèrent une flotte bien plus grande de 181 navires, bien que beaucoup fussent des plus petits et moins équipés. Avec une armée de plus de 10 000 hommes, cet affrontement fut l'un des plus grands jamais vus dans le Nord, avec d'innombrables héros, de grands guerriers et les dieux eux-mêmes influençant l'issue de la bataille. Selon l'histoire de la Norvège, voici comment la bataille s'est déroulée. À l'approche de l'ennemi, Håkon disposa ses forces, son fils aîné Eric sur la droite, son second fils Svein sur la gauche, et lui-même au centre. Le jeune Svein eut vite du mal à tenir tête au redoutable Fan Akersen, le meilleur combattant de l'ordre des Jomsviking. Mais Eric vint à son secours, repoussant Van avant de courir tenir la ligne face à Bou le Grand, un autre guerrier célèbre. La bataille devint furieuse, l'air s'épaississant de flèches et de lances. Håkon, debout fièrement à la proue de son navire, vit sa cotte de mailles déchirée en lambeaux par l'assaut. Puis, selon la légende, Håkon disparut du combat. Il était allé à terre pour sacrifier son plus jeune fils, Erling, aux anciens dieux. Après le sacrifice sanglant, le ciel devint noir et une violente tempête de grêle s'abattit, frappant les visages des Jomsviking et les aveuglant presque. Certains ont même affirmé avoir vu les vierges d'Odin, les Valkyries, debout à la proue du navire d'Ol Håkon, tirant des flèches mortelles. Malgré le chaos, les Jomsviking continuèrent à se battre jusqu'à ce que leur chef, El Sigvaldi, se retourne soudainement et prenne la fuite. Déclarant qu'il ne s'était pas engagé pour combattre des sorciers païens, la fuite de Sigvaldi brisa le moral des Jomsviking, et beaucoup le suivirent dans la retraite. Le pouvoir d'El Håkon était désormais si solidement établi que personne n'osait défier son règne. La terre prospérait, les récoltes étaient abondantes, les mers généreuses, et le peuple jouissait de longues années de paix et de contentement. Un poète à la cour de Håkon écrivit ceci à propos de son règne, qui auparavant a jamais connu 16 comtes, soumis par un seul, qui a vu toute la terre de Norvège. Conquise par la main d'un seul héros courageux, cela restera longtemps dans les mémoires, comment Håkon régna par l'épée et le bouclier. Quand les récits tourneront autour du mât des Vikings, ces louanges résonneront dans toutes les bouches. En l'an 995, des rumeurs commencèrent à circuler en Norvège au sujet d'un roi en Irlande que l'on disait de sang norvégien.
Ces rumeurs parvinrent bientôt aux oreilles du Jarl Håkon, qui, préoccupé par leurs implications, envoya un agent de confiance en Irlande, déguisé en marchand. Sa mission était de découvrir si cet homme était réellement Olaf Tryggvason, le fils de Tryggve Olafsson, l'arrière-petit-fils de Harald Belle Chevelure, et donc un héritier légitime du trône norvégien. Si tel était le cas, Håkon ordonna à son homme de l'attirer en Norvège, où le Jarl pourrait le placer sous son contrôle. L'espion se lia rapidement d'amitié avec Olaf et lui révéla l'état troublé du règne de Håkon. Autrefois un chef vénéré, le Jarl était tombé en profonde disgrâce auprès du peuple, en grande partie à cause de son désir incontrôlé pour les femmes. Il revendiquait souvent les filles des Vampøy des familles Sa nobles comme concubines, son prétendu droit en tant que souverain, mais les rejetait rapidement après seulement 1 ou 2 semaines, laissant derrière lui du ressentiment. Olaf, intrigué, mit les voiles pour la Norvège afin d'évaluer la situation par lui-même. Il trouva le peuple désabusé, beaucoup exprimant le souhait commun de voir un véritable descendant de Harald Belle Chevelure reprendre le trône, mais tous disaient « Nous ne connaissons personne apte à une telle tâche, surtout lorsque tous les efforts contre le Jarl Hakon ont échoué. » Pourtant, l'arrivée d'Olaf donna du courage aux mécontents. La rébellion éclata bientôt, et le pays s'anima d'espoir qu'un nouveau roi puisse s'élever. Averti du soulèvement, Hakon s'enfuit avec un petit groupe de fidèles et d'esclaves, parmi lesquels un homme nommé Kark. Ils s'échappèrent en bateau dans un fjord voisin et cherchèrent refuge dans une ferme isolée. Là, Hakon se cacha dans un trou à l'intérieur d'une porcherie, faisant confiance à Kark pour le garder, mais Olaf et ses hommes n'étaient pas loin derrière. Bien qu'il n'en jamais trouvé aucune trace de Hakon, Olaf se tint devant la foule rassemblée et déclara qu'il récompenserait généreusement quiconque lui apporterait la tête de Hakon. Kark, entendant cela depuis l'ombre, fut submergé par la peur et l'ambition. Cette nuit-là, alors que Hakon dormait, Kark lui enfonça une lame dans la gorge et lui trancha la tête. Il l'apporta à Olaf, s'attendant à des éloges et à une récompense. Au lieu de cela, Olaf condamna la trahison de l'acteur et fit pendre Kark pour le meurtre de son propre seigneur. Ainsi prit fin la vie de Hakon le Puissant, autrefois l'homme le plus puissant de Norvège, abattu non par la bataille, mais par la trahison. À une époque où l'ancienne foi s'estompait lentement et où la croyance dans les anciens dieux ne dominait plus parmi la noblesse, le Jarl Hakon demeurait un païen dévoué et inébranlable. Pourtant, comme les événements allaient en le montrer, l'ancienne foi conservait suffisamment d'adeptes fervents pour que l'essor du christianisme soit une lutte lente et souvent sanglante. Pourtant, certains actes, comme le sacrifice de son propre enfant, choquaient même les plus fervents adeptes des Ases. Bien que de tels rites aient pu appartenir à un passé lointain au Xe siècle, ils apparaissaient à beaucoup comme des vestiges monstrueux d'une époque plus sombre. Il est difficile de dire dans quelle mesure le fanatisme religieux de Håkon a contribué à sa chute. Le sacrifice de son fils Erling lors de la bataille contre les Vikings Homs était largement cru, mais ce n'était pas la cause principale de la rébellion qui mit fin à son règne. Sa véritable perte résidait dans les vices qui ont érodé la popularité dont il jouissait autrefois, des défauts qui dépassent les frontières religieuses. Le Jarl Håkon fut le dernier défenseur du paganisme sur le trône de Norvège. C'était un homme doté de dons formidables, courageux, calculateur et un chef de guerre hors pair. Dans sa jeunesse, il avait gagné l'admiration pour sa générosité et son bon jugement. Pourtant, le pouvoir qu'il avait saisi par la ruse et la force semblait, avec le temps, le déséquilibrer. La dignité qu'il portait autrefois avec honneur se transforma en arrogance. Moralement, Håkon était un véritable produit de l'ancien monde nordique, un monde façonné par des conflits constants. Dans une société aussi dure et méfiante, l'honnêteté était réservée aux alliés, tandis que la tromperie et la trahison étaient considérées comme des armes légitimes contre les ennemis.
Pourtant, Håkon, en ne faisant pas la distinction entre amis et ennemis, a trahi les deux. Il s'est élevé par la trahison en tuant Harald le Doré et en manipulant le roi Harald à la dent bleue, et c'est aussi par la trahison qu'il est tombé, assassiné par son propre esclave. Avec la mort d'El Håkon, le paganisme fut en grande partie oublié en Norvège, et Olaf Tryggvason, le nouveau roi de Norvège, allait défendre le christianisme et fut décrit comme un fanatique. Il a imposé des conversions forcées par des moyens tels que l'exil, la prise d'otages, la mutilation, la torture et la mort pour ceux qui refusaient ainsi que la destruction de nombreux temples païens. Le paganisme ne reviendrait jamais en Norvège, et le christianisme deviendrait bientôt la religion dominante, faisant de Håkon le dernier champion nordique du paganisme et le dernier souverain de Norvège à être resté fidèle aux anciens dieux. Le dernier poème de Håkon, écrit dans la Heimskringla, dit « Dans la terre de Norvège, jamais on ne connut un jarl plus brave que le vaillant Håkon. Sur la mer, sous la lumière claire de la lune, aucun homme plus courageux ne chercha à combattre. » Sotatronan 9 rois au vaste domaine d'Odin furent envoyés, abattus de la main droite de Håkon. Ainsi les corbeaux furent bien nourris. Ainsi les loups furent bien rassasiés de mort. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu à tous. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre profil historique.